un moment de philosophie pour faire suite à la pastille que j'ai intitulée « Le plaisir est-il négatif ?» et où j'ai présenté la thèse de Schopenhauer sur le plaisir et sur le bonheur. Alors je fais ce complément parce que quand j'enseignais à des classes et que je présentais la thèse de Schopenhauer, on me demandait parfois si j'étais d'accord, puis les élèves aussi ne se privaient pas évidemment de réagir et de formuler des objections. Et je disais souvent, bon, moi à titre personnel, je ne suis pas partisan de cette thèse, mais je n'entrais pas forcément dans le détail d'objections. L'essentiel pour les élèves était de connaître la thèse fondamentale importante de Schopenhauer. Mais je me voyais mal faire une pastille de philo sur la thèse de Schopenhauer sans moins esquisser quelques pistes de réflexion, quelques objections éventuelles qu'on peut faire à cette thèse. Alors il est évidemment délicat de faire des objections à un si grand auteur, à un philosophe qui a marqué l'histoire de la pensée. Ça n'est pas du tout pour déprécier, diminuer l'importance de ses propositions. Je vais essayer de ne pas être dur dans mes termes parce qu'il n'y a pas lieu de l'être. Mais on peut tout de même être en désaccord, être en dissentiment avec certaines thèses présentées par les grands auteurs. Et à ce titre, je trouve que la vision que Schopenhauer a du plaisir et du bonheur, et à travers eux de la sensibilité humaine, est une vision caricaturale qui repose sur une simplification exagérée de certains traits de notre sensibilité. En effet, tous les plaisirs, toutes les joies ressenties ne me semblent pas, et pas simplement qu'à moi, à beaucoup d'autres, ne me semblent pas pouvoir se définir simplement comme une négation d'un élément négatif qui a précédé. Autrement dit, tous les plaisirs, toutes les joies ressenties et même le bonheur, si on veut l'inclure dans le lot, ne se définissent pas nécessairement par rapport à quelque chose de négatif. Je prends quelques exemples. Par exemple, le plaisir de l'apprentissage, le plaisir de l'instruction, le plaisir d'apprendre une vérité. Ça peut être une vérité d'histoire, de géographie, de science, une vérité d'ordre spirituel. On peut être touché par certaines vérités. Ce plaisir de la vérité, il permet à l'esprit d'éprouver une joie de découvrir quelque chose, d'avoir une forme de révélation, de découvrir quelque chose sur le monde, sur la réalité. Il ne vient pas remplacer une souffrance, il ne vient pas succéder à une souffrance que serait l'absence de la connaissance. D'ailleurs, parfois, on constate qu'on peut ignorer des choses pendant toute une partie de sa vie, on n'en éprouve aucun manque, aucune souffrance. C'est quand on apprend quelque chose qui nous fait sortir de l'ignorance ou de l'illusion qu'on éprouve un sentiment de gratitude, de joie, sans nécessairement que ça vienne remplacer un sentiment négatif qui l'aurait précédé. Je prends un autre exemple, le plaisir d'élargir sa conscience, de prendre conscience de certaines choses sur le monde, sur soi-même, sur ses relations, sur ses réussites, ses échecs, prendre conscience de quelque chose sur notre propre parcours. Ça donne un sentiment de gratitude, de plaisir, une joie, un sentiment de progrès, d'élévation, parfois même de libération. Et ça ne se définit pas ou ça ne prend pas naissance d'un élément négatif qui l'aurait précédé. L'absence de conscience qui précède cette prise de conscience, elle n'est pas forcément douloureuse. On peut prendre conscience de choses qui sont douloureuses ou prendre conscience de mécanismes ou de schémas relationnels qui nous ont causé de la souffrance. Mais l'absence de conscience elle-même n'était pas une source de souffrance. Autre exemple, alors Schopenhauer, je trouve, a tendance à enfermer la sensibilité humaine dans un schéma d'alternance un peu bipartite entre la souffrance et le plaisir. Parfois même Schopenhauer dit la souffrance et l'ennui, alors que la sensibilité humaine, dans ses méandres, est plus complexe,
Que dire de sentiments tels que la nostalgie ou la mélancolie, qui sont des sentiments où il y a une joie, mais une joie qui est aigre-douce, qui est mêlée d'une part de souffrance. Il y a une très très belle phrase de Victor Hugo qui est souvent citée, elle est, au sujet de la mélancolie, elle est tirée de son roman « Les travailleurs de la mer ». La mélancolie, c'est le bonheur d'être triste. Alors plus précisément, la séquence un peu plus étendue est la suivante. Victor Hugo nous dit « La mélancolie est un crépuscule. La souffrance s'y fond dans une sombre joie. La mélancolie, c'est le bonheur d'être triste. » Donc on le voit bien, ce sont des plaisirs qui sont mêlés peut-être de souffrance, qui sont mêlés d'une part de tristesse et qui ne se laissent pas enfermer dans un schéma d'alternance souffrance-plaisir tel que le pense Schopenhauer. Il y a ensuite tous les plaisirs qu'on a au quotidien, toutes les sensations de plaisir qui donnent lieu à un sentiment qui est le sentiment d'être présent à soi-même, au plaisir qu'on est en train d'éprouver. Je prends des exemples très simples. Par exemple, on peut se dire quel plaisir j'ai de prendre le soleil, de sentir le vent caresser mon visage, de sentir le parfum d'une fleur ou le parfum de quelqu'un que j'aime. Il y a bien une sensation évidemment qui donne naissance à ce sentiment, mais c'est la conscience qu'on a d'être présent à nous-mêmes, et c'est la conscience de cette sensation qui la redouble d'une certaine façon, qui la réfléchit, qui donne lieu à un sentiment, qui est le sentiment de bonheur, de joie, d'être là, d'être présent. Et donc il y a bien une sensation qui est au fondement de ce sentiment, mais ce sentiment ne se laisse pas résorber dans la sensation, qui est l'occasion d'éprouver ce sentiment. Il y a beaucoup d'autres exemples qu'on pourrait donner au sujet de la sensibilité humaine et qui ne correspondent pas au schéma de Schopenhauer. Je parlais du sentiment d'être présent à soi-même. Il y a le sentiment d'exister, si tant est qu'il existe ce sentiment, puisque Schopenhauer nous dit que ce sentiment n'existe pas. Si vous vous référez à la pastille que j'ai faite, le bonheur, le sentiment, enfin justement pas le sentiment, l'état de plénitude, c'est un état qui ne se ressent pas lui-même, en tout cas directement ou de façon immédiate, il ne produit pas quelque chose de ressenti. On a une très belle analyse de Rousseau qui vient un peu contrecarrer cette affirmation, qui se trouve dans les Rêveries du promeneur solitaire. C'est un passage qui est très célèbre où Rousseau va au bord d'un lac et il est bercé par le ressac de l'eau, le flux et le reflux, et cette alternance neutralise ces sensations et laisse exister purement le sentiment d'exister. Donc, si tant est que ce sentiment d'exister puisse nous toucher, puisse faire partie de notre sensibilité, il déroge évidemment à l'analyse, aux analyses que fait Schopenhauer. Il y a beaucoup d'autres exemples. Si par exemple quelqu'un vous fait une surprise, vous avez la joie d'avoir cette surprise, on ne peut pas dire que cette surprise, cette joie, elle ait été précédée d'une souffrance, d'une absence de surprise. En tout cas, on espère. Donc voilà, et puis que dire du plaisir d'exister qu'on peut éprouver, que dire, comment dirais-je, du sentiment esthétique, du sentiment devant la beauté du monde, la beauté de l'univers, la beauté des choses qui nous entourent, des moments vécus, qui peut nous toucher même dans un moment de tristesse. Il peut y avoir une part de mélancolie, de nostalgie face à la beauté du monde. Ce sentiment de beauté qui peut faire naître, qui peut être bouleversant, qui peut nous toucher, qui peut porter sur le passé des moments vécus, mais qui peut aussi porter sur le présent. Il ne vient pas remplacer une souffrance, il n'existe pas à partir d'une souffrance. Donc on le voit, alors il y aurait sans doute pléthore d'autres exemples à donner. De mon point de vue, Schopenhauer isole un aspect de notre sensibilité humaine, il isole un trait de notre sensibilité humaine qu'il exagère pour, comment dirais-je, aboutir à une analyse
qui est une analyse dichotomique de la sensibilité, souffrance, plaisir, et pour reléguer le bonheur dans un état de privation, dans une absence de sentiment. Alors voilà, ça ne veut pas dire que ce que dit Schopenhauer soit faux, hein. Au contraire, je pense que dans beaucoup de cas, peut-être dans l'écrasante majorité des cas, les plaisirs que l'on ressent viennent d'une libération par rapport à une douleur, un inconfort, une incommodité ou une tension qui a précédé. Donc ça ne remet pas en cause évidemment la pertinence des analyses de Schopenhauer, mais ça limite leur champ d'extension, puisque à mon sens tout ne peut pas se limiter à tout le plaisir, toutes les joies que l'on peut ressentir dans l'existence ne peuvent pas se limiter à une négation du négatif. Voilà, alors Schopenhauer n'est pas là pour plaider sa cause, c'est un peu facile de ma part. Et puis il avait écrit un livre qui s'intitule De l'art d'avoir toujours raison. Donc nul doute que si on avait été en débat, si nous eussions été en débat, lui et moi devant vous, nul doute qu'il aurait trouvé des ressorts d'intelligence pour vous convaincre et me battre dans le débat. Ça ne veut pas dire qu'il aurait eu raison d'ailleurs, mais ça veut dire qu'il l'aurait sans doute emporté. C'était sans doute un rhéteur hors pair, un bon orateur et un bon avocat de sa cause. Et puis, de fait, les objections que je présente, peut-être qu'elles ne font pas mouche, peut-être que c'est Schopenhauer qui a raison. N'hésitez pas à me le dire dans vos commentaires, n'hésitez pas à réagir à la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, ça bonifie la vidéo, et puis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça vous permettra d'être au courant des dernières parutions, et puis ça permettra de contribuer au développement de la chaîne. Merci de votre attention, je vous dis à bientôt.